Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le Monde en direct. Voici les titres. Les habitants de Dakar au Sénégal assistent à une éclipse solaire partielle et le 12 août dernier, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie et l'Agence sénégalaise pour les études spatiales ont organisé conjointement une séance d'observation publique de l'éclipse solaire partielle à Dakar. À l'occasion du 81e anniversaire de la capitulation inconditionnelle du Japon, une chercheuse égyptienne a dénoncé une contradiction idéologique qui existe au Japon, indiquant que Tokyo a violé ses propres principes non nucléaires et a révisé, par un choix lexical euphémisé, la mémoire des atrocités commises dans la ville chinoise de Nanjing. La Chine installe désormais ses parcs éoliens à 80 km au large des côtes sur des fonds marins de plus de 70 mètres. C'est au Jiangsu, au bord de la mer Jaune. Voilà pour les titres. On démarre cette édition par la lutte contre la désertification à Akesu en Chine qui ne se limite pas à reverdir les terres. Elle crée des emplois, développe l'écotourisme et améliore concrètement le quotidien des populations locales. Reportage à suivre. Les terres jadis incultivables, des arbres fruitiers s'étendent à perte de vue. À Akesu, les forêts à vocation économique représentent 85% de la superficie reboisée. Les résultats sont abondants, comme dans cette plantation d'abricotiers en cette fin de la saison des récoltes. Ni hao, 你好，咱们这是什么品种的杏？这是吊干杏，我能尝一个吗？可以，这是零污染的，所以你可以直接吃。好嘞。特别香，特别甜。我们新疆日照时间比较长，昼夜温也大，所以我们这边的水果很甜很甜。您来这儿工作多少年了？快5年了，每年12天他们丰收的时候来帮忙，大概30天左右。每天能挣多少钱150块，还有中午有免费的午餐。那还挺不错的。来，是的，我来帮您。谢谢。不客气。咱这儿这么多工人，这是在挑拣。对，这是分拣台、挑选台。咱这分拣是按什么标准走的？就像这13克以上的，全是1级果大的，然后低于13克的，像这属于2级果，放另外一个筐。然后像这壳棚里，熟的很呢，咱就拉到底下那个晾晒棚底下，咱去加工那个杏干、杏脯、杏仁。这儿就是咱们的晾晒区，是吧？对，这是咱的40亩地的晾晒区。我看这架子啊，都是不锈钢做的，为什么呀？不锈钢做的架子，晒出来的杏干没有污染，没有铁锈，人吃了比较健康。咱们这些干果，包括鲜果，都会销往哪些地方？北上广深，全国各地吧。然后刚才我看那个园子里啊，也有游客在那儿进行采摘，这些游客都哪来的？当地的也有，还有外地的也有。这个地方有附近的景点，他走到这儿就到我们园子里来体验一下采摘，算是生态旅游的一种。对，算是生态旅游吧。老板，这道是什么菜？这道是中华鱼，味道怎么样？好吃，鱼肉里面带着杏子的香甜，特别好吃。对，这是我们厨师的最拿手的菜。不愧是拿手菜啊！您这农家乐开了多少年了？开了第6年了。来这儿的客人多不多？挺多的，那内地来的也有，新疆的、北疆、南疆都有。客人一多嘛，出锅就好了。一有出锅，就是我们的日子比一天比一天好了，改善了不少。挺好。
À Aksu, fruit de spécialité et écotourisme crée de nombreux emplois permettant aux habitants de travailler près de chez eux et d'augmenter le revenu. La synergie entre la protection écologique et le développement économique a substantiellement amélioré la vie locale. Les désertières sont devenues des terres verdoyantes, générant des bénéfices durables. On reste dans le même registre où, en une dizaine d'années, le parc national des zones humides d'Akesu est passé d'un bassin fluvial abandonné à un sanctuaire de biodiversité. Au cœur de cette transformation spectaculaire, une gestion rigoureuse de l'eau entre réutilisation des eaux usées et irrigation de précision. On regarde. Que cet espace paradisiaque était, il y a une dizaine d'années, un bassin fluvial ensablé et délaissé. La métamorphose du parc national des terres humides d'Akresu est d'autant plus surprenante qu'il se trouve dans une région en lutte constante contre la désertification. 杨博士，这是什么植物？这是柽柳，是我们荒漠绿化的主力树种之一。它凭什么打上主力呢？它呢有超强的抗性，能够耐盐碱、耐干旱、耐积薄、抗风沙。我们呢常把它与胡杨、骆驼刺、甘草等这些种到一起采用乔灌草结合的这种模式，然后形成高效立体的生态防护体系。在咱们阿克苏这样一个干旱少雨、土壤盐碱化严重的地方，想把生态修复做好，最大的难点是什么？一个呢是水的问题。还有一个呢，就是这个盐碱的问题。盐碱的问题呢，主要是通过筛选本土耐盐碱的物种；水的问题呢，主要是通过引进再生水，配合滴灌、精种灌溉。À présent, le parc de plus de 300 hectares est couvert d'une végétation luxuriante. Aux racines de sa prospérité, une meilleure protection des ressources en eau. Ici, dans les vins des étangs, l'eau passe par la clarification, la décontamination et la désotrophisation avant d'atteindre une qualité satisfaisante. 从黄泥水到三类水，这个转变是怎么实现的？我们主要采取了4种工程措施。第一个就是构建生态净化系统，水质显著改善；第二个就是我们的源头治理；第三，我们就是阿克苏地区推广磨下滴灌、水肥一体化模式，减少化肥用量，那么有利于保持水质质量；第四个，我们就是加强管护，定期监测，多年保持水质优良率达到100%。关老师，我看咱们这儿鸟类也挺多的啊。是呀，目前公园栖息着黑鹳、白鹭等21种国家级保护动物，每年冬天约有8万只鸟类在此越冬。东浪河湿地公园已经成为我们鸟类迁徙的重要驿站。De la surveillance à l'aménagement, Akresu prend des actions concrètes pour protéger ses ressources en eau. L'harmonie entre l'homme et la nature ne doit rien au hasard, elle est le fruit d'une gouvernance scientifique et d'investissement soutenu. La restauration écologique n'a pas de raccourci, elle exige rigueur et patience. C'est grâce aux efforts de générations successives qu'une simple friche est devenue une carte de visite de la ville. Au Jiangsu, au bord de la mer Jaune, la Chine installe désormais ses parcs éoliens à 80 km au large des côtes sur des fonds marins de plus de 70 mètres avec le transport par courant continu flexible et une maintenance d'exception. Le vent furieux du large se transforme en une électricité propre et fiable. Celle-ci peut ainsi alimenter des millions de foyers même situés à des centaines de kilomètres de la plongée avec Sandra au cœur de cette nouvelle frontière de l'énergie bleue. Essayez d'imaginer, vous marchez au bord de la mer et vous regardez l'horizon. Au loin, à des dizaines de kilomètres, des centaines d'éoliennes géantes tournent doucement. Et la question se pose, comment leur électricité franchit-elle la mer pour arriver jusqu'à vous? Et aujourd'hui, nous nous rendons dans un endroit où le signal portable disparaît régulièrement et pourtant, c'est là-bas
que se trouve l'un des secrets énergétiques de la Chine. Et regardez ce petit ventilateur. Avec du vent, il tourne. Mais à Jiangsu, nous avons planté des milliers de super ventilateurs loin sur la mer. Le problème, comment l'électricité revient-elle à terre? Grâce à une paille magique, un câble sous-marin, il ne souffre pas du trajet comme les câbles classiques. Il aspire l'électricité là-bas pour la recracher ici, stable et prête à l'emploi. Partir en mer, réparer une éolienne, ce n'est pas quand on veut. Ici, c'est la météo qui commande. Vagues trop hautes, trop de vent, marée favorable, rien ne va. Chaque mois, le ciel ne nous sourit qu'une dizaine de jours. Là, maintenant, nous sommes en pleine course contre la montre pour saisir cette fameuse fenêtre météo. Beaucoup ignorent qu'entretenir une éolienne en mer n'a rien à voir avec une réparation sur Terre. J'ai appris que vos interventions dépendaient d'un créneau critique, que vous appelez la fenêtre météo, c'est ça? Tout à fait. La maintenance offshore impose des contraintes environnementales très strictes. 3 critères. La hauteur des vagues, la vitesse du vent et le coefficient des marées doivent impérativement respecter les normes de sécurité avant que le navire puisse appareiller et que nous puissions grimper au sommet. En moyenne, nous ne disposons que d'une dizaine de jours par mois pour intervenir. Autrement dit, une fois en haut, le temps est compté. Avez-vous déjà été confronté à des situations d'urgence, par exemple devoir évacuer alors que vous veniez à peine d'atteindre le sommet? Cela arrive effectivement. Le scénario le plus éprouvant, c'est lorsque, après avoir gravi les 100 mètres de la tour et ouvert la nacelle pour commencer la maintenance, une instruction retentit soudain dans nos oreillettes. Changement de conditions, retour à bord sous 30 minutes. Il faut alors interrompre immédiatement les opérations, sécuriser l'équipement pour garantir l'état de l'éolienne, puis redescendre en hâte. C'est un défi physique, bien sûr, mais aussi un test psychologique. Car nous savons qu'à chaque minute perdue correspond une minute de production d'électricité propre en moins. Telle est la responsabilité de chaque ingénieur ici. En donnant bon en pleine mer, il veille à ce que chaque kilowattheure parvienne au continent de manière stable. Grâce à leur vigilance, le vent du large devient une véritable énergie verte et fiable pour les villes côtières de l'Est. Ils sont à plus de 100 mètres de haut sous les pieds, rien que du métal et de l'eau. Ces jeunes grimpent ici des centaines de fois par an. Ils opèrent le cœur des éoliennes et grâce à eux, chez nous, les fréquents restent froids et le métro continue de rouler. Autrefois, on pensait que le vent en mer ne servait à rien s'il était trop loin. Les ingénieurs chinois ont résolu l'énigme. Ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi du courage. Oser aller chercher l'énergie là où personne n'ose aller. Avant, on brûlait du combustible pour avoir de la lumière. Aujourd'hui, au milieu de la mer, c'est la rotation des éoliennes qui crée cette énergie propre. Pas de feu, pas de pollution, juste le vent qui fait tourner les pales. Avec ses 2 milliards de kilowattheures par an, ce site remplace des centaines de milliers de tonnes de charbon. C'est la preuve que pour la Chine, progresser ne signifie pas sacrifier la qualité de l'air. Nous utilisons la technologie pour repenser notre relation avec l'énergie. L'homme ne s'aventurait que rarement à 80 quelques kilomètres des côtes. Aujourd'hui, il y a des éoliennes chinoises et des voies de jeunes. Nous retenons le vent pour que la nuit lumineuse ne pèse pas sur le climat. Et voilà la réponse de la Chine pour l'avenir. Comme annoncé en début de cette édition, le 12 août, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie et l'Agence sénégalaise pour les études spatiales ont organisé conjointement une séance d'observation publique de l'éclipse solaire partielle à Dakar. Suivons ensemble les images. À Corniche ouest de Dakar, des passionnés d'astronomie et des particuliers se sont rassemblés pour assister à un événement céleste rare, une éclipse solaire partielle. Dakar figurait parmi les lieux où l'éclipse était visible, la lune passant progressivement devant le soleil et masquant une partie de son disque. Afin de permettre au public d'observer le phénomène en toute sécurité, les organisateurs ont installé des télescopes et un système de projection permettant de voir l'image du soleil de manière indirecte.
Ils ont également fourni des lunettes spéciales pour éclipses, tout en rappelant aux observateurs de ne jamais regarder directement le soleil sans protection oculaire adéquate. Avant le début de l'observation, des spécialistes en astronomie ont également expliqué les différentes phases de l'éclipse et donné des consignes de sécurité au public. Ce que vous voyez, c'est le disque du soleil tel qu'il est actuellement. Quand l'éclipse va démarrer à 18h20, on va voir la lune qui va commencer à masquer une partie du soleil. Et la lune va continuer son trajet et masquer une partie progressivement jusqu'à cacher presque la moitié, 36% du soleil va être masqué par la lune. Et la lune qui continue jusqu'à sortir ici et le soleil va revenir en entier. Donc on utilise la projection ou les lunettes spéciales Eclipse qui sont là. À Dakar, l'éclipse partielle a commencé vers 18h25, a atteint son apogée vers 19h12. La Lune masque environ 36% du soleil avant de se diriger progressivement vers l'horizon. La couverture nuageuse a gêné la visibilité pendant la dernière phase de l'observation, ajoutant une difficulté supplémentaire pour les personnes rassemblées le long de la corniche. Pour de nombreux observateurs, cet événement a toutefois constitué une occasion rare de vivre un phénomène astronomique majeur et d'en apprendre davantage sur les mouvements du Soleil et de la Lune. De temps en temps, il y a ce phénomène-là qui rappelle aux gens que l'univers c'est quelque chose de compliqué, mais c'est aussi quelque chose où il y a des lois fixes qui permettent de prévoir, qui permettent de vivre ces moments-là. Je pense qu'à Dakar, on a assez de chances de vivre ça aujourd'hui. Pour vous donner une information, la prochaine éclipse solaire totale visible au Sénégal aura lieu en 2049. 2049, ce sera le lundi 31 mai 2049. Il y aura éclipse totale de soleil, ce sera même une éclipse annulaire et elle sera visible au Sénégal. Donc ce n'est pas un phénomène fréquent. Toujours dans la soirée du 12 août, un impressionnant spectacle de drones lumineux a été organisé au stade national Nyayo de la capitale kenyane Nairobi dans le cadre des événements d'accompagnement de l'année 2026. Il y a eu des échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique. Les précisions dans ce reportage. Il s'agissait du plus grand spectacle de drones lumineux jamais organisé au Kenya. Dans la soirée du 12 août, environ 500 drones se sont envolés les uns après les autres dans le ciel. Pendant près de 30 minutes, ils ont continuellement changé de formation, créant plus d'une douzaine de spectaculaires images en 3 dimensions dans le ciel nocturne. Le spectacle s'est ouvert avec le logo de l'année 2026 des échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique, suivi du vibrant drapeau national kenyan qui s'est déployé dans le ciel nocturne. À mesure que les images apparaissaient et se transformaient les unes après les autres, la culture traditionnelle et les technologies modernes se sont rencontrées, permettant au public de découvrir le charme unique des échanges culturels entre la Chine et le Kenya. Face à ce spectacle grandiose, de nombreux spectateurs ont sorti leur téléphone pour filmer et immortaliser ces instants, conservant ainsi le souvenir de cette soirée inoubliable. Pour moi, c'est un peu magique. Je n'aurais jamais pensé qu'autant de drones puissent voler comme ceux que nous avons vus aujourd'hui, 500 drones, et l'effet qu'ils produisent est incroyable. J'ai vu notre drapeau kényan, j'ai vu le Madaraka Express. Les drones changeaient de forme et les images étaient vraiment magnifiques. J'ai beaucoup aimé. Et pour refermer cette édition, alors que le 15 août marque le 81e anniversaire de la capitulation inconditionnelle du Japon, une chercheuse égyptienne a dénoncé une contradiction idéologique qui existe au Japon, indiquant que Tokyo a violé ses propres principes non nucléaires et a révisé par un choix lexical, euphémisé la mémoire des atrocités commises dans la ville chinoise de Nanjing. Catherine Gaber, chercheuse égyptienne en relations internationales, a fait ses remarques alors que le renforcement des capacités militaires japonaises, l'évolution de son discours sur le nucléaire et les controverses autour de la mémoire de l'agression japonaise continuent de susciter des interrogations. Les détails à travers cet élément. Côté, elle cherche à promouvoir un monde sans armes nucléaires, un monde pacifique dans la région et autour du monde. Et d'un autre côté, on trouve qu'elle négocie pour implanter et héberger des armes nucléaires sur son sol. D'abord, il faut souligner que le Japon, depuis 1967, elle établit les 3 principes non nucléaires qui disent d'abord, il ne faut jamais
fabriquer ni introduire de l'arme nucléaire sur le sol japonais. Et donc, on trouve que le Japon actuellement contredit ce principe. Le choix des mots n'est jamais neutre. Ce changement lexical modifie la transmission du passé. D'abord, on trouve une volonté d'atténuation de la violence et normalisation quand on utilise un mot comme incident. Cela banalise les actes de violence et les massacres, comme le massacre de Nankin. Et deuxièmement, on trouve une disparition de coupables. Les termes masquent la symétrie de pouvoir entre le violent et les victimes. Et d'un autre côté, on trouve une crise générationnelle que la jeune génération japonaise actuelle, elle comprendra les faits et l'histoire d'une manière vraiment changée, variée, des faits réels actuels. En fait, cette perte de mémoire historique présente plusieurs risques sur le plan régional. D'abord, elle alimente les tensions dans la région de l'Asie de l'Est. Un refus d'assumer les responsabilités passées de la part du Japon provoque les pays régionaux comme la Corée du Sud, la Chine et autres. Et donc, il y a un risque aussi d'escalade nationaliste. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du Monde en direct. Merci pour l'attention. Bye bye.